Quand tu fais un like sur LinkedIn, tu likes, donc tu t'abonnes à un contenu. Ça veut dire que dès qu'il y a une nouveauté sur ce contenu, t'es notifié. Donc dire qu'il faut favoriser les commentaires dans les publications, c'est vrai, mais il faut pas dénaturer les likes. Donc quand tu as 1000 likes sur une publication, quand tu as un commentaire, tu as 1000 notifications qui partent. Hello et bienvenue sur e-commerce geeks, c'est Johan et Rina. On nous pose pas mal de questions sur LinkedIn, comment l'utiliser quand on fait du e-commerce, et c'est vrai qu'il n'y a pas que Facebook, Instagram ou YouTube pour se créer une audience. LinkedIn, c'est presque 700 millions d'utilisateurs mensuels, donc il y a énormément d'opportunités, surtout qu'en ce moment, le reach organique est vraiment meilleur que sur Facebook ou Instagram. Alors on s'est dit que faire venir un expert LinkedIn sur le podcast pour vous apporter des idées sur comment attirer ses meilleurs clients en utilisant cette plateforme, ça pourrait être intéressant. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Ruben Tayeb. Ruben est formateur et spécialiste LinkedIn et également fondateur de l'agence Adzine. Alors dans cet épisode, on va donc parler des opportunités qu'offre LinkedIn, comment l'utiliser quand on fait du e-commerce, est-ce qu'il faut faire de la publicité sur LinkedIn ou pas. On vous dit aussi quelles sont les erreurs à éviter et comment vous adapter aux nouveaux changements de l'algorithme. Mais avant de commencer, on voudrait vous remercier pour votre soutien et tous vos messages. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en mettant un commentaire sur Apple Podcast. On vous invite aussi à rentrer en contact avec nous sur Instagram. Donc, le compte Instagram, c'est e-commerce geeks, comme le nom du podcast. Ça nous fait vraiment plaisir à chaque fois de vous rencontrer et échanger avec vous sur toutes les problématiques du marketing e-commerce. Salut Ruben, merci d'avoir accepté notre invitation. Hello, merci à vous de m'avoir invité. Bonjour Ruben. Bonjour Rina. Ça fait plusieurs semaines que je vois tes posts dans mon fil LinkedIn et tu partages plein de conseils sur comment mieux utiliser ce réseau social, que ce soit pour soi-même ou pour sa marque. Et je vois que tu as un engagement de malade sur chacun de tes posts. C'est à chaque fois des centaines de likes, des centaines de commentaires. Aujourd'hui, LinkedIn offre pas mal d'opportunités si on le compare à Facebook ou à Instagram, car le reach organique est vraiment meilleur. Et c'est pour ça qu'on voulait discuter avec toi de comment mieux utiliser LinkedIn et des opportunités que ça peut apporter. Je pense que ça peut aider beaucoup de nos auditeurs. Alors pour commencer, je voudrais savoir comment tu as commencé et comment t'en es venu à te spécialiser sur la communication sur LinkedIn. Déjà, il faut savoir que moi, très tôt, j'ai eu une enfance assez particulière. J'ai voyagé entre Paris, Toulouse et Newcastle, donc j'ai vécu assez longtemps dans ces villes. Donc, au niveau de l'éducation, on m'a jamais dit l'école c'est hyper important, faut absolument faire des études, faut absolument voilà. C'était pas un point d'honneur sur lequel mes parents étaient fixés. Du coup, j'avais toujours cette réflexion de me dire est-ce que je fais des études ou pas, sachant qu'on avait plusieurs dans la famille, plusieurs parcours qui avaient pas fait de grandes études, mais mes parents n'ont pas fait de grandes études non plus. Donc c'était tout le sujet de me dire j'ai fini mon bac. En gros, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance dans une prépa grande école type pour aller taper un HEC ou ESSEC ou même plus bas, ou est-ce que je me dis dans ce cas-là je vais monter une boîte? Et en fait, j'ai choisi la deuxième option et je me suis dit je vais monter une boîte. Donc j'ai monté des petites structures, plein de petites structures, des petites boîtes, des petites idées. J'ai testé sur internet, etc. Et en fait, de fil en aiguille, je suis arrivé à travailler chez The Family. Je m'occupais de toute la partie opérationnelle, mais ils ont été hyper cool avec moi. C'était incroyable le taf qu'ils faisaient et moi, je me suis constitué un petit réseau quand j'étais là-bas. Du coup. Qui étaient passionnés, de gens qui étaient passionnés sur ces sujets d'entrepreneuriat. Et en fait, je me suis dit, ok, si je veux monter une boîte, après ce que j'avais vu chez The Family, il fallait que j'apprenne à mieux me comporter et à pouvoir vendre à des grands comptes. Et donc, j'ai bossé dans une société qui faisait du référencement naturel. Et c'est dans le cadre de cet emploi que, en fait, j'ai mis la main à la pâte sur LinkedIn. Le but, c'était vraiment de trouver des clients. Et ça avait vraiment bien fonctionné. J'avais trouvé quelques clients, tu vois, en commençant. Et en fait, je me disais, mais je comprends pas, mes posts font pas de vues. Puis j'arrive pas à contacter tant de personnes. Puis comment il fait lui pour avoir Donc, de fil en aiguille, je travaillais sur une stratégie de publication récurrente, quotidienne et hebdomadaire. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie de faire autre chose. Et je vais quitter ma boîte et je vais me mettre uniquement sur LinkedIn et je vais faire du conseil. Et voilà comment j'en suis arrivé un petit peu à faire du conseil sur LinkedIn. J'ai très utilisé mon ancien emploi de consultant commercial et au final, ça marchait tellement bien que je me suis dit, je vais en faire ma principale activité. Et là, tu es super actif sur LinkedIn. On voit toujours tes posts.
Et c'est du contenu que je trouve intéressant et aussi utile pour mieux comprendre LinkedIn. En fait, j'essaye vraiment de délivrer un contenu. Alors déjà, je me fixe comme objectif de publier tous les jours. Tous les jours, oui. Il y a ouais, c'est très difficile. Surtout produire un contenu qui est consistant tous les jours, c'est vraiment, moi je me prends la tête le matin. J'essaie de me lever hyper tôt. Je fais ça dépend, des fois je trouve direct. Donc typiquement, comment on fait des recherches Boolean sur LinkedIn. Bon bah ça, pour le coup, ça m'est venu en 30 minutes, c'était fait. Mais par exemple, comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn ou comment faire un carrousel, ça c'est 2 heures de prod de 8 heures jusqu'à 10 heures. Et après je publie directement. Et l'idée c'est je me dis, de toute manière il faut entretenir le côté création de contenu. Faut toujours trouver, même s'il y a des trucs qui sont pas intéressants, le but c'est quand même de fédérer une communauté autour de ça, de montrer que c'est vivant. Et du coup je me suis dit, je vais publier tous les jours. Être constant et publier régulièrement, c'est ce qui est le plus compliqué. Enfin, il faut une certaine discipline pour le faire. Mais je trouve que même si on n'arrive pas à publier tous les jours, ça vaut l'effort. Parce qu'on peut profiter de reach organique sur LinkedIn qui est en ce moment vraiment très intéressant. C'est d'ailleurs une des seules plateformes où le contenu est montré en dehors de ton propre audience. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui a une vraie valeur et qu'on l'oublie souvent. Là, je pense notamment au like. Si quelqu'un like un de tes posts sur Instagram, personne d'autre ne voit cet engagement. Donc, tu touches principalement juste ta propre audience. Alors que sur LinkedIn, chaque like ou commentaire fait que le post sera vu par l'ensemble du réseau de la personne qui a interagi avec le post. Alors, est-ce que cela signifie donc que le contenu concret peut potentiellement devenir viral sans forcément avoir un grand réseau ? Il y a quelques paramètres, sans rentrer trop dans le côté technique. On pourra peut-être plus tard rentrer vraiment dedans, mais en gros, tu as ton score SSI, donc le score qui est donné par LinkedIn auprès de ton profil, qui a un rôle même minime, mais qui a un rôle sur la portée de tes publications et la taille de ton réseau. Donc forcément, si ton réseau est plus important au début, là aujourd'hui, j'ai peut-être mes 30 000 abonnés, donc typiquement, tu as un gros réseau, donc tu sais que la première boucle de viralité qui va être créée, c'est par rapport au nombre de personnes que tu as dans ton réseau. Mais c'est vrai que sur LinkedIn, tu as aussi la possibilité d'avoir un petit réseau et même de commencer à 200 ou 300 personnes et d'avoir quand même cette boucle de viralité qui fonctionne et donc d'atteindre des sommets. Je trouve que c'est vachement encourageant pour les créateurs de contenu ou pour les personnes qui s'y mettent de se dire qu'au bout de 3-4 publications, il y en a une qui a fait 20 ou 30 likes alors que ils avaient 0 sur les précédentes. Je trouve que ça motive aussi. C'est peut-être un choix aussi de LinkedIn de se dire que la xème publication de chaque compte va faire tant de vues. Ça peut être pertinent, ou alors ils activent quelque chose pour avoir vu. Mais moi, je l'ai remarqué quand j'ai accompagné des sociétés ou des entrepreneurs. Puis en fait, à force de publier, l'algorithme s'adapte en fait à la publication, ou du moins à la personne qui est sur LinkedIn, et au profil. Et du coup, il y a forcément une ou deux publications qui va être bonne. Et je trouve que c'est alors c'est peut-être la publication qui est juste ultra pertinente, mais ou alors c'est l'algorithme qui pousse un petit peu. Donc ça c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur ce niveau-là, c'est quand même vachement encourageant. Oui, et puis je trouve que le contenu est un peu moins éphémère que sur d'autres plateformes. On peut voir des posts publiés il y a une semaine, tant que le post il génère toujours de l'engagement, on peut toujours le voir, il réapparaît dans le feed, et ça c'est aussi encourageant. Tu vois, ça c'est un truc, on a étudié la durée de vie des publications. Alors il y a plusieurs choses à dire parce que c'est un moment hyper complexe pour nous. L'algorithme vient de changer sur quelques paramètres, ce qui fait que on va voir au fur et à mesure des mois qui vont venir quels sont les contenus les plus favorisants. Mais en gros, l'algorithme se basait sur le nombre d'interactions que tu pouvais avoir sur une publication. Aujourd'hui, il se base plus sur le temps que tu vas passer sur la publication. Et du coup, c'est toute la question aujourd'hui. Alors, tu peux voir des publications d'1 mois ou 2 mois, mais c'est pas très fréquent. Sauf si la personne interagit avec la publication d'une autre personne et en se rendant sur son profil et en interagissant directement, et du coup c'est une publication qui peut dater, donc du coup ça le fait remonter dans les actualités parce que un de tes contacts a interagi avec cette publication. Mais la durée de vie d'une publication sur LinkedIn, c'est je dirais c'est 48 heures pour de la puissance, donc pour calculer ce coefficient de portée, et après une semaine, ouais, c'est le grand maximum de visibilité. Sauf qu'aujourd'hui, donc ça c'est la théorie qu'on avait développée un peu jusqu'à maintenant, sauf qu'aujourd'hui, là je remarque, mes posts de la semaine dernière sont toujours pas éteints. Normalement ils sont éteints. Ils sont toujours pas éteints, ça continue, et du coup, plus j'alimente en répondant, plus ça continue. Et donc c'est hyper intéressant parce que tu vois, là je dois avoir
7 posts en continu qui prennent des likes, qui prennent des commentaires au fur et à mesure du temps. Alors que je pense il y a un mois, même pas, il y a 2 semaines, j'en avais peut-être 1 ou 2 en fait en continu, une fois que j'en publie un. Et du coup, la durée de vie est en train d'augmenter et ça, c'est plutôt pas mal, ouais. On parlait tout à l'heure du reach organique, que LinkedIn, c'est aujourd'hui ce que Facebook était il y a quelques années en termes de portée organique des publications. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Il faut en profiter maintenant. Est-ce qu'on pourrait s'attendre dans quelques temps voir le reach organique baisser? Un peu comme on l'a vu avec Facebook. J'ai discuté avec une personne ça fait 25 ans qu'elle est dans le digital, des réseaux sociaux, elle en a vu passer, des Skyrock, des MySpace, des Facebook, des Insta, elle en a vu passer plein dans toutes les langues. Et en fait, elle a remarqué qu'il y avait toujours un peu cette boucle, toujours le même cycle sur les réseaux sociaux qui dit, en gros, t'as une première phase d'acquisition où c'est un peu le bordel, t'as un peu tout qui est partagé, t'as pas beaucoup de modération, t'as énormément de visibilité pour tout le monde, voilà, donc let's go, publiez autant que vous voulez. Ensuite, ils baissent généralement le reach des personnes pour augmenter le reach des entreprises. Et in fine, ils baissent le reach des entreprises pour vendre de la publicité. En tout cas, c'est le modèle le plus proche que j'ai pu voir, et je pense que tout le monde l'a vu, c'est Facebook. Pendant un moment, on publiait quelque chose. Je me rappelle, j'ai un pote qui a fait publication sur son profil en 2013, enfin même un peu avant. Enfin, il a fait 20 000 likes sur un profil. Aujourd'hui, c'est impossible. Et moi, j'ai commencé, donc j'avais lancé une boîte qui vendait des accessoires de téléphone. J'avais utilisé cette viralité des pages. Donc, j'achetais des espaces publicitaires sur les pages entreprises et j'avais vu qu'en moyenne, une page d'1 million de personnes pouvait rapporter 100 000 interactions très rapidement. Et aujourd'hui, quand j'ai retenté l'expérience, j'ai vu qu'au final, malheureusement, le reach organique, c'est plus possible. D'ailleurs, il y a de moins en moins de médias qui se positionnent. Il y a plus de minute buzz, il y a plus de médias type One Punchline ou une innovation par jour. Donc chacun dans son domaine, mais il y a peu de médias qui se développent comme ça aujourd'hui sur Facebook parce que c'est moins facile d'avoir de la portée, tout simplement. Et t'as toujours ce cycle-là. Donc à se dire, est-ce que LinkedIn va baisser le reach? Je pense on peut tous parier sur oui à 2000% parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible d'avoir une publication qui fasse 2000 vues pour tout le monde et que ça n'a pas sens en fait. Parce qu'en fait, la considération que tu porteras à une publication qui a 1 million de likes, aujourd'hui, elle est peut-être à, 90 points sur 100. Dans 10 mois, quand tout le monde l'atteindra, il y aura ce phénomène de rareté qui va s'éteindre. Et du coup, tu vas peut-être te rattacher des points à peu près 50 points d'intérêt. Et puis après, ça va diminuer avec le temps. Donc, tu vas te dire, ok, tout le monde fait 1 million de likes sur ce réseau. Donc, ciao. Donc, c'est aussi dans l'idée de LinkedIn de se dire, on va pas laisser ça, faire ça. Et on va donner du crédit à tous ceux qui ont travaillé pour la personal branding jusqu'à maintenant et leur visibilité, et à construire leur audience. Je pense que si on doit faire un pari, je dirais que les profils personnels vont largement baisser. Il y aura de nouvelles fonctionnalités sur les pages entreprises, que la portée des pages entreprises va être largement augmentée et qu'ensuite ils vont baisser en abonnement payant. Mais ça, c'est dans l'idée de Facebook à vendre de la publicité. Le problème qu'on a sur LinkedIn, c'est que c'est pas le même business model. Pour le coup, il y a les membres aussi qui payent et c'est quand même du revenu récurrent. Et je pense qu'ils font plus d'argent aujourd'hui. Et je pense, j'ai pas regardé leurs résultats ni ce qu'ils envoyaient à leurs investisseurs. À mon avis, ils font plus d'argent sur la partie recrutement de LinkedIn et toutes les solutions qu'ils vendent avec les premiums que la publicité, parce que la publicité, c'est pas non plus la folie. Après, il faudrait regarder. Ça serait quelque chose assez intéressant. Donc voilà. Et puis après, c'est toujours le même cycle des réseaux sociaux, quoi. Reach pour l'acquisition, et puis après, ils passent le reach aux pages entreprises, et puis après aux publicités, quoi. Ouais, c'est vrai, moi aussi je le vois avec mon compte perso Instagram. J'avais dû l'ouvrir en 2012 ou 2013. Et au début, j'avais vraiment un bon reach. J'avais très facilement 600 likes, 1000 likes, sans avoir une grosse audience. Et aujourd'hui, mon reach, il a vraiment été divisé par 10 ou 50. Alors que LinkedIn, à côté, j'avais ouvert mon compte à la même époque, et aujourd'hui, j'ai toujours un très bon reach. Alors sinon, je voudrais revenir au post sur LinkedIn, car l'algorithme vient d'être mis à jour. Qu'est-ce que ça privilégie aujourd'hui? Quels sont les nouveaux paramètres à prendre en compte pour avoir des posts qui génèrent de l'engagement et qui sont vus? Première règle, ça va prendre du temps. Donc là, faut être clair pour tous ceux qui vont écouter ça. Faut pas s'attendre à genre quand tu publies, t'as tout de suite 1000 likes. Ça n'existe pas, sauf si tu utilises des groupes d'engagement automatisés. Et ça, on pourrait y revenir plus tard, qui te donnent de la visibilité automatiquement. Une publication sur LinkedIn, une place sur LinkedIn, ça prend du temps.
Ça prend du temps parce qu'en fait, tu vas avoir un nombre limité de personnes qui vont te voir par jour et il faut capter l'attention de ces personnes-là. Et déjà, capter l'attention, ça va prendre du temps parce qu'il faut optimiser toutes ces parties de son profil. Et deuxièmement, ensuite, il faut du temps pour que, une fois que t'as réussi à capter l'attention, que tu aies cette attention-là en volume sur ton profil. Donc forcément, ça va prendre du temps. Et moi, encore aujourd'hui, je fais encore des rencontres, alors que ça fait 1 an que je publie, plus d'1 an maintenant, 1 an et demi. Et je fais encore des rencontres et tous les jours, des personnes qui découvrent mon profil. Donc ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est quelque chose qui est assez long. Bon. Concrètement, le changement de l'algorithme de LinkedIn est de dire que plus tu passes de temps sur une publication, mieux c'est. Ça laisse apparaître que la vidéo va faire des ravages, que peut-être même les articles sur LinkedIn vont faire des ravages, ou les carousels avec beaucoup d'informations, ou les discussions qui sont interminables sur lesquelles les personnes ont vraiment envie de s'investir. Mais concrètement, LinkedIn est en train de dire plus tu passes du temps sur LinkedIn, plus tu gagnes en points, plus tes publications font passer du temps aux utilisateurs, plus elles gagnent en importance. Et donc, si on revient sur l'idée de la boucle de viralité qui est calculée en fonction du nombre d'interactions jusqu'à aujourd'hui, ou du moins jusqu'à il y a quelques jours, là on change d'idée et on se dit ce n'est plus une boucle de viralité basée sur le nombre d'interactions, c'est une boucle de viralité basée sur le temps passé. Donc, en gros, la nouvelle algorithme te dit produis du contenu vidéo à foison. Ce qui est compréhensible, c'est que tous les autres réseaux sociaux sont dans cette logique. Facebook, Twitter, Insta, c'est quasiment que de la vidéo. Donc, si tu veux avoir des gros contenus qui cartonnent, je dirais aujourd'hui, ça reste quand même rester authentique, fournir, donner du contenu auprès de tes prospects. Ça respecte un peu toujours les mêmes règles. Et surtout, réfléchir en amont sur un contenu qui fait en sorte que l'utilisateur passe du temps. Mais ça veut pas dire qu'il y ait du contenu forcément qui soit à haute valeur ajoutée. Tu peux faire un jeu de réflexion, tu vas passer autant de temps sur ta publication que sur une vidéo de 3 minutes. Donc c'est toute la réflexion que nous on a en interne en se disant qu'est-ce qui marche pas et quel test on doit faire pour bien comprendre ce nouveau changement d'algorithme. Parce que je savais les commentaires ont un poids largement supérieur aux likes. Est-ce que maintenant du coup ça va changer? Non, parce qu'ils vont toujours favoriser les discussions. Mais je pense qu'il faut tester pour vraiment savoir. Les commentaires, je vois mal ça être remis en question. Ils ont quand même basé pas mal de choses là-dessus. Tout le monde a travaillé son contenu pour que... le nombre d'interactions a toujours son importance. Est-ce qu'ils le remplacent ou pas? Je suis pas sûr. Je crois qu'ils apportent un nouvel élément qui est le Del Wild Time, mais je suis pas sûr qu'ils remplacent complètement l'algo. Donc les commentaires sont toujours intéressants, ouais. Alors après, il y a une petite précision. Quand tu fais un like sur LinkedIn, tu likes, donc tu t'abonnes à un contenu. Ça veut dire que dès qu'il y a une nouveauté sur ce contenu, t'es notifié. Ça peut être un commentaire qui te cite ou qui te mentionne, et ça peut être aussi un commentaire. Donc, dire qu'il faut favoriser les commentaires dans les publications, c'est vrai, mais il faut pas dénaturer les likes. Il y a les likes, il y a plein de publications où les likes sont bien supérieurs aux commentaires et la publication, elle fait plus de vues que si elle aurait fait plus de commentaires. Donc les likes ont une réelle importance parce qu'ils sont pas bêtes, LinkedIn, ils disent pas que c'est absolument les commentaires qu'il faut avoir. C'est aussi des likes parce qu'il y a 90% de la population LinkedIn qui sont des fantômes, qui interagissent pas, qui sont là juste pour consommer. Donc du coup, de cette partie, t'en as forcément 10% qui sont là pour interagir. Sur les 10%, je suis sûr que t'en as 9 qui like et 1 qui commente, tu vois. Et donc t'as toujours beaucoup plus de personnes qui like. Et les commentaires, ça a la particularité de donner une notification à la personne qui a liké. Donc quand t'as 1000 likes sur une publication, quand t'as un commentaire, t'as 1000 notifications qui partent. Par contre, quand t'as 1000 commentaires et que t'as un like, là, dans ce cas-là, t'as 0 notification qui part, puisque moi, il y a personne qui me dit un tel a liké le contenu que vous avez commenté. Par contre, il y a plein de notifications qui te disent un tel a commenté le contenu que vous avez commenté. Donc les commentaires génèrent plus de notifications, mais il est quand même très important de inciter les gens à interagir avec la publication et avoir un maximum d'interactions. Les commentaires, c'est le Graal, mais c'est pas n'importe quel commentaire, ça dépend du temps que les personnes mettent à rédiger un commentaire. Est-ce que c'est une discussion? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est des commentaires qui sont intéressants? Et surtout, combien il y a de personnes qui ont liké avant d'une personne qui a commenté? Si t'as que des commentaires sur une publication, elle fera forcément moins de vues qu'une commentaire où il y a que des likes. En termes de format, tu recommanderais les vidéos et les carousels, des formats sur lesquels les gens vont passer plus de temps et qui génèrent plus d'interactions avec la publication? Après, en même temps, je vois aussi des publications en format texte, donc juste du texte, mais très bien écrit et qui génèrent vraiment énormément d'interactions et restent aussi très longtemps dans le feed. J'ai l'impression que plus on se montre humain, vulnérable ou bien en proposition par rapport à un sujet, plus ça génère de l'engagement. Le storytelling et les bons accroches ont aussi un grand impact. Donc le format est important,
Mais finalement, le fait que le contenu soit intéressant et cet aspect un peu personnel d'un post, c'est peut-être même plus important. En gros, la réflexion, elle doit pas se faire dans le sens à quel format je dois délivrer pour quel contenu, c'est plus quel contenu pour quel format. C'est-à-dire que par exemple, si je prends Iman Anati, donc Iman, c'est une nana qui a une grosse communauté qui met des publications sur, en gros, c'est une revue de presse. Et ben pour sa revue de presse LinkedIn, elle doit aller chercher des publications. Ces publications, au début, elle les publiait, il y avait du vrai contenu. Elle s'est pas posé la question de quel format j'utilise. C'est juste voici le contenu que je veux délivrer. Et donc la réflexion qui se mène une fois qu'on a trouvé le bon contenu qu'on veut publier, c'est de se dire quel format je vais utiliser. Moi, je pars du principe que sur LinkedIn, on n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur Instagram. Donc, on n'a pas de wall. On n'a pas de timeline sur lequel tout le monde peut suivre toutes les publications. Sauf si on les référence sous la bannière de la sélection, mais du coup, on dénature la chose parce qu'on ne peut pas positionner un call to action. Donc, si on choisit de positionner un call to action, c'est-à-dire juste un espace sur lequel les personnes peuvent nous contacter en fonction du service qu'on met, et que on veut que nos publications soient suivies, il faut réfléchir à un format de publication dans lequel on va publier régulièrement. Donc tout le sujet qui se pose, c'est une fois que j'ai trouvé le contenu que je vais délivrer, quelle forme je vais lui attribuer. En l'occurrence, elle a trouvé le contenu de la revue de presse et le format qu'elle va utiliser, c'est le carrousel parce que ça s'y prête beaucoup plus et qu'on peut montrer plusieurs éléments. Si je dois favoriser un format et conseiller qu'un seul format, pour moi c'est la vidéo, mais pas tout le monde a les mêmes capacités, je dirais, et les mêmes moyens, qu'ils soient techniques ou autres, de filmer et d'avoir une bonne qualité parce que on sera jugé sur le fond mais aussi sur la forme. Que si on est meilleur en photo comme moi, on est meilleur en photo qu'en vidéo, ben c'est mieux de faire juste des images. Moi je suis très très nul en vidéo. Je ne sais même pas comment marche un caméscope. Je sais même pas si on dit encore caméscope. Tu vois, mon téléphone, j'ai pris un iPhone 10. Enfin, je sais même pas filmer avec. Je fais des vidéos. Tout le monde me dit, prends-moi en photo. Je prends en photo, mais on voit ça. Je sais même pas je sais même pas cadrer. Et en fait, c'est toute la question de me dire, comment je passe au niveau supérieur à la vidéo. Alors, en fait, je n'y passe pas. Moi, je sais faire du carrousel. Je fais du carrousel et je délivre du contenu du carrousel. Et après, je vais essayer de me former pour faire de la vidéo. Mais je pense que les conseils que je donne, c'est faire du contenu déjà sur le fond, qui soit pas du tout dans l'intention de vendre, mais dans une logique plus de délivrer du contenu et de la valeur. Et je pense que c'est comme ça qu'on vend. Réfléchir à une forme où on est le plus à l'aise, que ce soit sous format image ou sous format carrousel ou sous format vidéo. C'est là où on est le plus à l'aise. Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise en vidéo qu'en carrousel. Il y en a qui ont moins de compétences design que de compétences vidéo et d'autres vidéos que de carrousel. Ce qui compte donc, c'est de choisir le type de contenu que tu pourras créer et publier de manière constante, régulière. Et c'est ça toute la réflexion. C'est quel contenu je peux avoir pour qu'il soit répétable, duplicable et profitable. Je voulais aussi parler des hashtags, des emojis, de tous ces détails et de leur impact sur le reach d'un post, s'il y en a un. Par exemple, sur Facebook Ads, on le voit souvent, rajouter un emoji dans la publicité peut avoir un grand impact en termes de performance, dans le sens positif ou négatif. Ça dépend de l'audience, de type de produit. Sur LinkedIn, est-ce que ce type d'élément a un impact sur le reach? Est-ce qu'il y a un nombre d'hashtags à utiliser? Les hashtags en eux-mêmes, quand tu les suis, t'as pas plus de publications que ça dans ton fil d'actualité. Donc, ça te sert pas à grand chose. Quand tu les regardes, c'est un peu du fouillis. C'est pas du tout comme Twitter où, en gros, il y a une vraie sélection du tweet en fonction du hashtag, en fonction de la visibilité, etc. Non, pas du tout. C'est tout ce qui est publié sont référencés sous le hashtag. Donc, au final, t'as des hashtags qui ont genre 4 millions de personnes et qui ont des publications tous les jours et qui ont aucun lien avec le pourquoi on a suivi ce hashtag. Donc, il y a le fait de les suivre. Ensuite, il y a le fait de les utiliser. Moi, la recommandation que je donne, c'est que vous prenez un hashtag et vous référencez tout votre contenu sous le même hashtag. Et puis, sur chaque campagne ou sur chaque action délibérée que vous allez avoir, vous utilisez le hashtag pour dire, les actions qu'on va mener post-Covid vont être réunies sous le hashtag, par exemple, hashtag une nouvelle étape ou le hashtag qui vient de sortir, le monde d'après. Mais c'est difficile de se dire que on va utiliser les hashtags sur LinkedIn parce qu'ils sont pas du tout favorisés. Enfin, il y a rien qui fait que l'algorithme les prend en charge ou quoi. Et les utiliser dans une publication, malheureusement, ça mange un petit peu ce quota de lettres, de caractères, de signes qu'on a, quoi. Ça fait partie des vestiges du passé de LinkedIn. Entre les articles, les pages d'entreprise et les hashtags, c'est trois choses. Moi, j'ai mis tout mon effort sur les trois. J'ai jamais réussi à en sortir une réelle stratégie. À part en mettre un et être focus sur le hashtag sur lequel on va être référencé,
qui est le hashtag bonjour. Mais on se base pas sur un hashtag pour donner de la visibilité. On donne de la visibilité à un hashtag. C'est pas la même chose que Twitter ou Instagram. D'accord, donc ça n'apporte pas vraiment grand-chose. On va éventuellement juste utiliser les hashtags de l'entreprise ou de la campagne simplement pour le branding. Pour ce qui est, tu sais, de la fréquence de diffusion, parce que toi, tu publies vraiment tous les jours, est-ce que tu recommanderais quelque chose au niveau de la fréquence ou une fois par semaine, ça suffit sur LinkedIn? Donc il faut que tu puisses aussi être visible dans l'esprit des utilisateurs. Donc bien évidemment, l'idée et la méthode qu'on a utilisée, c'est tous les jours. Au début, c'est tu publies tous les jours et il faut qu'on t'attache à un certain contenu et ton profil à une certaine activité. Donc moi, ce que je recommande, c'est de publier tous les jours sur des capsules qui prennent pas beaucoup de temps à créer. C'est pour ça qu'on dit de trouver un contenu qui est répétable, duplicable et profitable, parce qu'il faut que ça te serve aussi. Ça sert à rien d'y passer 30 ans. L'idée, c'est d'être dans la régularité. Parce que si je pose la question à ma communauté, est-ce que vous vous souvenez de la publication que j'ai faite il y a 1 an exactement jour pour jour? Non. Ok. Il y a 30 jours? Non. Il y a 15 jours? Non. Vous vous souvenez de la publication d'il y a 2 jours? Non. Donc si on se souvient pas, on part du principe qu'on se souviendra pas forcément de la publication, mais de ce qu'on en a ressenti. Je dirais qu'il faut publier tous les jours sur un sujet donné pour qu'on se souvienne du sujet et de la personne, mais pas de la publication. Au début, tu publies tous les jours et jusqu'au moment où c'est vraiment t'as pas le temps, bah tu publies moins de fois. Après, une bonne fréquence, bon, tout le monde le dit, et moi je suis d'accord avec ces 3 fois par semaine à peu près. Quand t'as trouvé ce que t'as à dire, tu peux le faire. Après, moi j'ai une problématique par exemple, c'est que je publiais tous les jours. Le Covid rentre, tout le monde est confiné et je me reçois en fait à chaque publication, je recevais à peu près 15 demandes d'informations sur de l'accompagnement par jour. Donc, si tu veux, j'ai fait ça pendant genre 3 jours et j'ai arrêté de publier pendant 1 semaine parce que c'était impossible de traiter. Enfin, t'as quasiment 45 personnes qui te contactent. Faut aussi faire tourner ton business. La logique de derrière, c'est d'utiliser LinkedIn pour te faire de la visibilité, mais derrière pour t'apporter des clients. Donc, faut faire attention vraiment à pas non plus passer de l'autre côté parce que tu peux ruiner ta réputation très rapidement si t'es pas capable de t'occuper de tes clients et de tes publications. Donc, même si c'est plus loin pour tout le monde, moi, je recommande de publier tous les jours au début, jusqu'à qu'il y ait du moins une mini communauté qui vienne s'attacher à tes publications tous les jours et qui constitue cette mini tribu qui sera présente à chaque publication. Et ensuite, une fois que cette mini tribu est là et qu'on voit qu'il y a un peu d'engouement, bah on espace un petit peu 3 fois par semaine. Sinon, j'avais une question par rapport à LinkedIn pour les entreprises, pour les marques, parce que LinkedIn, tu sais, c'est différent de Facebook et d'Instagram. Les pages de marque, ça marche pas. Les groupes LinkedIn, ça marche encore moins. Et disons, aujourd'hui, si je suis une marque de chaussures, comment je peux m'y prendre pour communiquer sur LinkedIn? Est-ce que c'est mieux de passer par mes employés pour poster du contenu ou est-ce qu'il y a d'autres manières de le faire? Moi, je pense que sur LinkedIn, ça met un peu en lumière une façon de voir et de vendre qui est assez intéressante parce que bon bah tous ceux qui disent voici mes produits, ça marche pas. Donc tu vas jamais communiquer sur ta belle paire de chaussures. Tu vas essayer de développer ton personal branding et de tourner un petit peu la marque du produit autour de ton fondateur. Donc il y a le slip français, il y a Feed et il y a Respire. Je pense que les 3 grosses marques qui sont sur LinkedIn, c'est ces 3-là. Et donc chacun raconte son histoire et c'est comme ça qu'ils arrivent à convertir vraiment sur LinkedIn. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'en fait, je vais communiquer sur LinkedIn au sujet des difficultés que tu rencontres dans ta société. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut s'exprimer quand tu es une marque et tu vas t'exprimer principalement sur ça. C'est tous les sujets qui ne sont pas relatifs à la vente. C'est tous les sujets qui sont relatifs au storytelling. C'est tous les sujets qui vont te permettre de diffuser un peu les valeurs, les missions de ta marque et de ta société. Si tu dois vendre demain, bah tu vas te créer une page entreprise parce qu'il te faut une page entreprise comme vitrine et puis tu vas communiquer au quotidien sur ton produit en disant bah voilà aujourd'hui et tu peux commencer même à 0 hein. Je suis sûr que si demain on fait le test, on peut prendre un compte d'un e-commerçant, peu importe, qui crée une marque de chaussures. Attention, je parle pas de ceux qui vendent pour vendre, mais ceux qui vendent parce qu'ils ont une vraie histoire à raconter. Je parle pas de ceux qui font du dropshipping sur des produits qu'ils connaissent pas et sur lesquels ils ont aucun intérêt et qui veulent juste faire de l'argent. Vendre pour vendre sur LinkedIn, c'est très difficile. Il faut toujours attacher ça à une espèce d'histoire à raconter autour de ça et quelque chose à raconter. Il faut montrer un petit peu cet esprit proactif, cet esprit d'évolution, ces repères de marque, etc. Donc, comment je ferais si je suis un fondateur d'une boîte qui vend des chaussures, c'est que je raconte mon histoire.
pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi j'ai choisi ci, comment je me suis organisé, comment je l'ai montré. Et je choisis tout un type de contenu. Je sais pas, les contenus des contenus vidéo, des contenus photos, des contenus textuels, peu importe, mais j'anime la communauté autour des challenges que je rencontre soit en tant que marque, soit en tant que dirigeante de cette marque. Ouais, c'est vrai que quand on regarde les marques B2C qui fonctionnent bien sur LinkedIn, tout le message, il est vraiment centré sur l'envers du décor, sur le storytelling, leurs difficultés ou les choses qu'ils font pour leur communauté. Ils parlent de leur communauté. Et c'est vraiment de cette manière-là qu'ils arrivent à faire connaître et développer leur audience. L'idée, c'est vraiment pas de vendre et d'essayer de vendre sur LinkedIn de cette manière froide, parce que ça fonctionne pas. Vendre sur LinkedIn de manière froide, encore une fois, il n'y a pas de règle. Il peut très bien avoir des personnes qui mettent « Ok, je mets en vente ça tout de suite maintenant, il faut que ça parte ». Et ça part. Il y en a qui arrivent à le faire. Et je pense que c'est aujourd'hui ceux qui ont tout compris, c'est les meilleurs sur LinkedIn. Il faut qu'ils continuent. Mais t'en as genre 200 qui le font et t'en as un qui réussit, tu vois. Et toujours dans cette logique, si tous les jours tu dis à des personnes d'acheter, au bout d'un moment, les gens, tu vois, ils ont plus envie de te suivre, quoi. Ils ont pas envie d'acheter. Oui, il faut surtout donner de la valeur, partager un contenu qui peut leur apporter quelque chose. Comme tu disais, les challenges que tu rencontres, mettre en avant les employés, tout ce qui est lié au monde de l'entreprise. Parce que finalement, les autres sont aussi des professionnels, donc ils peuvent s'y reconnaître, ils peuvent apprendre de ton expérience en tant qu'entrepreneur, de dirigeant d'entreprise. Après, on a le compte de fondateur et la page de l'entreprise, mais pour plus d'impact, il faut aussi motiver les salariés à partager les contenus. Comment ferais-tu pour les motiver ? Alors, ça, c'est toute la question. Quand tu vas dire je vais motiver tous mes salariés, déjà, quand tu as un chef d'entreprise, tu as un gros risque. C'est je mets de l'argent là-dessus. Tu vois, l'optimisation d'un profil aujourd'hui, chez un expert, c'est environ 500 € pour un bon profil qui va atteindre une bonne note. Donc, tu vois, si tu commences à investir là-dessus sur tous tes salariés, que tu as un salarié qui te file entre les doigts, tu perds un peu d'argent là-dessus. Et tu perds, en plus de l'argent, toute la partie influence qu'il a créée, toute la communauté qu'il a engagée. Donc déjà, il y a ce point-là. Deuxièmement, c'est le compte LinkedIn, il est personnel. Il est pas professionnel, donc il appartient pas à la boîte, il appartient à la personne. Donc si la personne ne veut pas le faire, elle le fait pas. Le problème, c'est que si tu as une stratégie où tout le monde, tu leur demandes de le faire et que tu en as quelques-uns qui le font pas, ta stratégie, elle peut en partir. T'as 15 employés et que t'en as un qui a 15 000 abonnés et que t'as tous les autres qui ont 1000 et que celui à 15 000, il veut pas le faire, tu peux rien lui reprocher. Donc, je pense que déjà en amont, quand t'es une société, la première des choses qu'il faut que tu fasses, c'est établir un guide d'onboarding de LinkedIn pour l'optimisation du profil et arrêter de penser que c'est qu'une plateforme de recherche d'emploi. Parce que en plus, c'est pas vrai, parce que la plupart du temps sur LinkedIn, quand tu vas faire une recherche d'emploi, les personnes ne répondent pas à la candidature. Donc, ça veut dire que dès que tu as rédigé ce dossier d'onboarding, la personne est prête. Quand tu as une boîte qui vend des chaussures, la personne qui te rejoint, elle a déjà son profil optimisé. Et ensuite, sur la stratégie de communication, ton profil, théoriquement, il est déjà activé. Et tu te dis, je vais remettre la même banderole, la même bannière à tous les profils de ma société. Je vais l'optimiser avec le même titre auprès de tous les profils de la société. Et dès que je vais diffuser une image, je vais essayer d'adapter l'image pour chaque profil de ma société. Je prends 2 exemples, c'est Luncher. Luncher, tous les salariés, tous les employés ont fait un gros taf sur LinkedIn. Et ça a fait un gros résultat. C'est-à-dire que Luncher, quand ils sont lancés sur LinkedIn, ils ont fait un gros boom. On voyait que ça, quoi. Vous voyez la fameuse campagne qu'ils ont mis sur tous les bus, où il y avait marqué ce patron est content, tu vois. Ça avait grave cartonné. Deuxième point, c'est Hike the Crisis, encore une fois, qui ont utilisé le hashtag Hike the Crisis, où là, ils ont réussi à même mettre chaque atelier en président d'honneur, tu vois, et à je sais plus combien de visibilité ils ont eu grâce à cette publication, mais tout le monde a publié, tous les mentors ont publié, ils ont fait des beaux visuels pour chacun des personnes en fonction de leur rôle, tu vois. Ils amenaient les gens à partager, publier, c'était énorme, ça a hyper bien fonctionné. Donc, je dirais que dans cette stratégie, il faut aussi dire à tous les employés, quand tu es une marque e-commerce, que tout le monde soit brandé de la même manière, c'est important. Toujours le même visuel, la même proposition de valeur sur le profil, que tout le monde se donne des recommandations aussi, parce que c'est des recommandations qui sont viables. Donc, tu vois, si tu as 10 employés, en gros, tu as 9 recommandations chacun. Donc, c'est pas rien. Et donc, partir sur ce point-là, en harmonisant tous les statuts, en harmonisant toutes les publications, en disant, quand j'ai une publication à faire, mes employés publient également sur leur profil et partagent chacune des publications. En théorie, ça doit être surpuissant si tout le monde publie la même publication et qu'ensuite tout le monde partage les publications des autres. J'avais aussi des questions, tu sais, par rapport à LinkedIn Ads. J'ai investi
J'ai investi beaucoup d'argent. Je crois que le maximum, c'est dans une campagne, c'est à peu près 30 000 euros. C'est hyper cher. Ouais, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait faire de la publicité sur LinkedIn? Par où commencer? Moi, alors là, c'est horrible ce que je vais dire. Mais il faut pas faire de publicité sur LinkedIn, c'est pas encore au point. Non, mais t'as un campaign manager, t'as des gens qui ont de l'argent, t'as des gens qui veulent de la visibilité. Bon, bah, let's go, quoi. Mais t'auras plus de visibilité sur Facebook ou sur Instagram que sur LinkedIn. Si t'as de l'argent à mettre dans de la visibilité sur LinkedIn, ne la mets pas en création, en publicité ads, mais là, en création de contenu. Va créer une vidéo qui coûte 5 000 euros plutôt de mettre 5 000 euros dans de la publicité. Vraiment, genre, la publicité sur LinkedIn, c'est ce qu'il y a de plus cher. Déjà, dans ton fil d'actualité, quand sur 20 publications, tu vas avoir 4 à 5 publicités sponsorisées. Quand tu regardes ces publications sponsorisées, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement et c'est pas dingue. Ça peut venir en complément d'une stratégie. Mais tu vois, typiquement, j'ai pas mal discuté avec une personne qui a travaillé chez LinkedIn et qui a géré plusieurs millions de budget. Et tu vois, il me disait un peu la même chose en me disant que le plus compliqué dans les ads, c'est de faire baisser le taux de clic. Donc, il faut vraiment que dans ta stratégie, tu sois, par exemple, tu vas viser tous les dirigeants de sociétés à plus de 50 salariés, si tu es dans l'Oise, avec deux mômes et je sais pas moi, qui est en poste depuis 1 an, et tu vas aller viser sur une publication visuelle qui dit « Vous êtes dirigeant de cette société dans l'Oise, vous êtes en poste depuis 1 an et vous avez 50 salariés. Très bien, cliquez là. » Et puis là, il va se reconnaître. Donc là, t'as un peu d'esprit de hacking. Mais de la publicité traditionnelle, si t'as pas cet esprit de hacking, c'est quand même hyper difficile. Par exemple, il y a une stratégie qui marche bien, c'est de se dire, voilà, moi je publie du contenu, je vends un outil. Moi, je vais créer une page entreprise qui va se référencer comme média sur le fait de conseiller des outils d'un SaaS dans le domaine des RH, et je vais faire de la pub sur mon outil à moi depuis cette page entreprise. De cette manière, les personnes verront en gros la page les meilleurs outils SaaS et ils verront le produit SaaS que j'ai mis en avant. Et du coup, toi, quand tu vois une publicité, enfin vous, quand vous voyez une publicité, par exemple, qui vend des chaussures et que c'est les meilleures chaussures du monde qui le publient, bah, t'es tout de suite plus intéressé par la publication que si c'était la marque en elle-même qui va promouvoir le contenu. Oui, en fait, comme sur les autres réseaux sociaux, il faut avoir une logique de média, agir comme un média, donc apporter un maximum de valeur, informer. Nous, on a fait aussi des LinkedIn Ads il y a un moment, et c'est vrai que c'était un peu notre conclusion aussi, que c'était très cher, le coût par clic était très élevé, et aussi en termes de ciblage, on était assez limité. En fait, comme on ne peut pas cibler très fin, si on est dans une niche, ce qui était le cas, on risque de cibler des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par le produit. Ouais, tout à fait. Et ben, tu sais quoi? C'est tout le sujet du paradoxe de LinkedIn Ads. Pourquoi tu fais de la publicité sur un réseau et tu dépenses de l'argent dans une publicité pour atteindre un décisionnaire, là où tu peux directement contacter le décisionnaire? Tu vois? Non, mais c'est ça que je me dis, c'est qu'en gros, genre, toi, t'es dans la rue, tu veux vendre des patates, bah, tu vas voir le mec qui est dans la rue, tu lui dis, j'ai des patates à vendre. Tu mets pas un grand panneau, j'ai des patates à vendre devant lui en lui disant, hey, regarde, regarde, regarde. Enfin, qu'est-ce qu'il me veut? Il est fou, tu vois. Tu viens amorcer une discussion, etc. Donc, c'est tout le sujet. Après, ça dépend du contexte, hein. Ouais, ça dépend du contexte, mais je pense qu'on est d'accord pour 99% des cas. Et surtout dans l'e-commerce, la publicité LinkedIn, faut pas y toucher. C'est vraiment pas encore au point comme Facebook Ads ou Google Ads. Alors on arrive sur la fin de l'épisode. Pour ceux qui nous écoutent, sur quel site ou réseaux sociaux on peut te retrouver en ligne ? LinkedIn, je suis sur le nom Ruben Tayeb. Vous m'ajoutez, vous me suivez. J'ai atteint, je crois, les 30 000 abonnés, donc c'est un peu compliqué, mais n'hésitez pas à me suivre ou à me contacter. Vous m'envoyez tous les messages que vous voulez sur LinkedIn. On est disponible aussi sur lecocon.co, le cocon comme un cocon et .co comme .co, sur lequel on va délivrer une formation gratuite et 100% en ligne, 100% gratuite sur LinkedIn pour un peu mettre le prix à l'étrier de tout le monde. Vous pouvez nous envoyer des mails aussi à ruben.lecocon.co. Puis ouais, sur ces deux-là. Et puis après, Facebook, Instagram, mais sur le coup, on n'utilise pas trop pour le moment puisque on est concentré sur LinkedIn. Super, vous pourrez retrouver tous ces liens dans la description de l'épisode. Merci Ruben, merci pour tout ton temps et tous ces conseils. À très vite. Merci à vous. Merci beaucoup, Yoann. Merci beaucoup, Rina. Et je voulais juste finir sur un point. Si vraiment les personnes ont quelque chose à me demander, n'hésitez pas à venir me parler. C'est tout ce que j'attends. Je vous répondrai un par un. Je prendrai le temps. S'il faut qu'on s'appelle, on s'appelle. Parfait. Donc n'hésitez pas à suivre Ruben et à le contacter si vous avez des questions à propos de LinkedIn. Merci encore Ruben. À bientôt.
Vous retrouverez le site du podcast sur e-commercegeeks.fr où vous pouvez vous inscrire à la newsletter. On partage régulièrement des conseils et des astuces en e-commerce. Alors si vous voulez aller plus loin et que vous avez besoin d'un coup de pouce pour développer votre e-commerce, que votre chiffre d'affaires a atteint un plateau ou que trop de visiteurs viennent sur votre site et repartent sans acheter, ou tout simplement que vous avez besoin d'un avis extérieur sur les freins à l'achat sur votre site, c'est exactement notre métier de vous accompagner. Nous avons créé un programme de coaching développé spécifiquement pour les e-commerçants qui ont des difficultés à développer les ventes de leur site e-commerce. On vous aide à identifier les stratégies exactes que vous devez mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs de vente, mais aussi, et c'est très important, ce qu'il faut arrêter de faire pour avancer plus vite. Alors nous répondons à toutes vos questions et on trouve ensemble des solutions à vos plus grands challenges. Alors si ça vous parle, le programme est fait pour vous. On vous donne rendez-vous sur la page e-commercegeeks.fr/coaching. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite.